Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers consoeurs, chers confrères et chers invités, c'est à la fois pour moi une grande joie et un grand honneur que de présenter aujourd'hui Jean-Marc de la Sablière, que vous avez élu le 9 juin dernier en qualité de membre titulaire en 3e section. C'est une joie parce qu'une vieille amitié nous lie depuis l'époque où nous servions ensemble au cabinet du ministre des Affaires étrangères, Louis de Guiringaud, il y a très exactement 40 ans. Une amitié que notre intérêt professionnel réciproque pour l'Afrique et notre attrait personnel partagé pour le Pays basque n'ont fait que consolider depuis. C'est un honneur aussi parce que Jean-Marc de la Sablière est un grand serviteur de l'État qui a su épouser son temps et œuvrer au rayonnement de la France tout au long d'une carrière dédiée aux relations internationales. Fils de diplomate, Jean-Marc de la Sablière a en effet très tôt découvert et parcouru le monde. Né en Grèce en 1946, il suivit tout naturellement son père dans ses différentes affectations, au Liban, à Jérusalem, en Amérique latine, en Israël. Il n'en fallait pas davantage pour qu'il se découvre à son tour une vocation diplomatique. Comment le jeune garçon qu'il était dans les années 50 n'aurait-il pas été impressionné par le souvenir de son père lui demandant de l'aider à aligner ses décorations et à ajuster son uniforme chamarré avant une cérémonie au Saint-Sépulcre ou une remise de lettres de créance. De retour à Paris, il y fera de brillantes études au lycée Louis-le-Grand, puis à la faculté de droit et des sciences économiques, dont il est au milieu des années 60 lauréat en histoire des institutions. En 1967, il obtient le diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris, une scolarité qui compte d'autant plus pour lui qu'il rencontre rue Saint-Guillaume une condisciple, Sylvie Lecel, issue d'une famille de magistrats et de résistants qui deviendra son épouse et que je salue dans la salle. En janvier 1970, il réussit le concours d'entrée à l'école d'administration. L'idée du service de la France compte beaucoup pour les siens comme pour lui-même. Après un service militaire dans les troupes de marine, il effectue son stage réglementaire dans les Deux-Sèvres auprès d'un grand préfet, Jean Rouget. Il y apprend beaucoup et découvre les réalités françaises dont l'expatriation familiale l'avait quelque peu éloigné dans sa jeunesse. Mais lorsque son maître de stage, ayant décelé chez lui le sens de l'État, l'invite à choisir la carrière préfectorale à la sortie de l'école, il est surpris par le nom catégorique que lui assère Jean-Marc de la Sablière, qui se justifie en prétendant ne pas aimer la province. 2 ans plus tard, son rang de sortie lui permet tout naturellement de choisir le Quai d'Orsay. Il y fera une longue carrière, occupant tous les postes de l'administration centrale, de rédacteur à directeur, enchaînant les passages dans les cabinets ministériels parmi les plus prestigieux et séjournant à l'étranger comme conseiller puis chef de mission diplomatique dans 3 de nos grandes ambassades. Un partage assez équilibré entre les cabinets et les services et entre les postes et Paris. 3 ans après son entrée au département, il intègre de 1975 à 1978 le cabinet du ministre des Affaires étrangères, Jean Sauvagnargues, auquel succède Louis de Guiringaud, puis de 1978 à 1981, celui du Premier ministre, Raymond Barre. Il suit à Matignon les questions de culture et de communication. Il préparera ainsi, parmi d'autres, la décision du Premier ministre de faire financer le cinéma par la télévision. En dépit de son intérêt pour les questions audiovisuelles et des sollicitations dont il est l'objet, il préférera, après l'élection présidentielle de 1981, rejoindre les affaires étrangères.
Cette riche expérience du monde de la culture lui permettra toutefois plus tard, dans ses fonctions d'ambassadeur, d'avoir un regard attentif sur les questions culturelles et artistiques. C'est ainsi qu'il saura faire évoluer l'université francophone du Caire, monter à Rome une grande exposition farnèse qui déplacera 200 000 visiteurs en 4 mois, ou encore soutenir le festival du film de Florence. Entre 2000 et 2002, il retrouvera la vie de bénédictin qui est celle des cabinets, avec cette fois celui du président de la République, puisqu'il est alors le conseiller diplomatique de Jacques Chirac et son Sherpa dans les grandes négociations internationales. C'est la fin d'une période de cohabitation où le fonctionnement des institutions est toujours complexe, mais il lui est facile de travailler avec le ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin, Hubert Védrine, avec lequel il entretient les meilleures relations. Jean-Marc de la Sablière a aussi occupé des fonctions de responsabilité dans les services du Quai d'Orsay. En 85-88, il est successivement sous-directeur d'Afrique occidentale, puis directeur adjoint des Nations Unies. À son retour de New York en 1992, il est nommé à la tête d'une grande direction, celle des affaires africaines et malgaches, qu'il occupera jusqu'en 1996. C'est l'époque où nous nous retrouvons et où nous effectuons un certain nombre de missions en Afrique et en particulier dans les pays en crise. Et les crises ne manquent pas au début de ces années 90 avec les premières tentatives de démocratisation, la fin des partis uniques et les conférences nationales. Nous nous rendrons ainsi au Togo, en Centrafrique, au Congo, parfois cocasses avec des interlocuteurs hauts en couleur, parfois dangereuses lorsqu'il faut franchir de nuit les barrages de certaines milices. Ces missions sont fort utiles car elles permettent à nos autorités de mieux comprendre les situations et de réagir rapidement. C'est aussi le moment où il faut tenter de convaincre nos partenaires de la zone franc de la nécessité de procéder à un ajustement de la valeur du franc CFA qui, surévalué, pénalise gravement les économies africaines. Ces années sont hélas marquées par la tragédie du Rwanda. Je suis témoin de la rigueur et de l'honnêteté avec lesquelles le directeur d'Afrique a alors soutenu le processus d'Arusha et demandé face au génocide une intervention humanitaire aux plus hautes autorités de notre pays, tout en recommandant le désengagement militaire de la France en parfaite harmonie avec le ministre Alain Juppé. Pendant près de 20 ans, en alternance avec des fonctions à l'administration centrale et dans les cabinets, Jean-Marc de la Sablière servira dans plusieurs de nos postes à l'étranger, comme conseiller à la mission de la France auprès des Nations Unies de 80 à 85, puis comme représentant permanent adjoint de 89 à 92. Ambassadeur au Caire de 96 à 99, il retrouve le Proche-Orient de son enfance, découvre avec passion l'Égypte pharaonique et entretient d'étroites relations avec les autorités égyptiennes, alors très proches de la France. Après quelques années à l'Élysée, le voici ensuite de retour à New York, où il est désormais, entre 2002 et 2007, le représentant permanent de la France auprès du Conseil de sécurité. Sa connaissance de l'Afrique lui est extrêmement précieuse dans ses fonctions, car bon nombre des résolutions des Nations Unies concernent ce continent, qu'il s'agisse alors de la Côte d'Ivoire, de la région des Grands Lacs ou encore du Darfour. Une relation personnelle d'amitié et de confiance avec le secrétaire général Kofi Annan l'aidera beaucoup à faire entendre le point de vue et les positions de la France. Les liens qu'il a par ailleurs su conserver avec le président Chirac, dont il fut un proche collaborateur, lui seront extrêmement utiles dans l'exercice de sa mission. Il est aux côtés de Dominique de Villepin le 14 février 2003 lorsqu'il s'agit
de mettre en garde le Conseil de sécurité contre une intervention militaire des États-Unis en Irak et de faire échouer la résolution qui devait l'autoriser. Ses rapports avec les néoconservateurs américains, représentés à New York par John Bolton, sont difficiles, mais de manière professionnelle, il sera tant bien que mal travaillé avec ses ombrageux collègues. Jean-Marc de la Sablière n'est pas seulement un grand diplomate, il est aussi un faiseur de paix. European Voice, publication du groupe L'Économiste, rend hommage à ses qualités de négociateur en le désignant en 2006 diplomate européen de l'année pour son rôle dans l'adoption de la résolution 1701 qui met fin à la guerre entre Israël et le Hezbollah. Enfin, Jean-Marc de la Sablière quitte New York pour l'ambassade de France en Italie. Le Palais Farnèse vient récompenser en 2007 cette belle carrière. En 2011, la retraite administrative inéluctable n'est pas pour lui synonyme d'inaction. Engagé de tout temps dans la défense des droits de l'homme, il anime pour les Nations Unies un groupe d'études sur la protection des enfants dans les conflits armés. Après avoir enseigné à l'université Louis à Rome, il assure à Sciences Po depuis 7 ans maintenant un cours sur le Conseil de sécurité. Il écrit des articles dans des revues spécialisées, participe à des émissions de radio et de télévision, donne des conférences à l'IHEDN ou dans d'autres institutions. Jean-Marc de la Sablière a aussi pris la plume, avec talent, comme le font souvent les diplomates, soucieux de laisser un témoignage sur les événements qu'ils ont vécus. En 2013, il publie chez Robert Laffont des mémoires remarquées intitulées « Dans les coulisses du monde ». Il participe à 3 ouvrages collectifs, La tragédie des enfants soldats, Négociations d'hier et leçons pour aujourd'hui, et enfin le Conseil de sécurité entre impuissance et toute puissance. En 2015, il publie le Conseil de sécurité Ambitions et limites, récompensé par le prix Édouard Bonnefous que lui décerne l'Académie des sciences morales et politiques. Son dernier livre, Indispensable nu, est paru l'an dernier chez Plon. Enfin, devrait être édité à la fin de cette année chez Robert Laffont, une histoire des Farnèses dont il sut si bien faire revivre le palais à Rome. En mêlant réflexion, action et engagement, ce parcours qui l'a conduit sur plusieurs continents est d'une richesse exceptionnelle. Par ses publications et ses enseignements, par son action déterminante dans la recherche de la paix, au Conseil de sécurité des Nations Unies, par sa rigueur intellectuelle et enfin par son engagement en faveur des droits humains, Jean-Marc de la Sablière n'a-t-il pas été inspiré tout au long de sa brillante carrière par les grands principes qui guident notre Académie, la connaissance, la compréhension et le respect qui conduisent à l'amour de l'autre. Notre compagnie peut être fière de le compter désormais dans ses rangs. Nul doute qu'il lui apportera beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Madame la Ministre, chers consoeurs, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chers consoeurs, chers confrères, chers amis. C'est la deuxième fois que j'ai le plaisir de prendre la parole devant vous, la première l'année dernière, précédée de peu mon admission à l'Académie et déjà mon complice de bien les aventures, vous l'avez compris, Jean-Marc Simon avait bien voulu me présenter. Merci cher Jean-Marc, c'est toujours agréable d'avoir des amis comme toi. Cette parole était vraiment très généreuse. Étant aujourd'hui reçu parmi vous, je souhaite d'abord vous remercier de l'honneur que vous m'avez fait en acceptant ma candidature en 2017. J'espère aussi être digne de votre confiance. Marcel André Ortolan nous a quittés l'année dernière. Il était l'ami de beaucoup d'entre vous. Je ne le connaissais pas. Je devrais dire malheureusement.
nos routes ne se sont jamais croisées. Mais l'histoire de sa carrière, que j'ai recueillie auprès de certains confrères, celle de sa vie, dont son épouse, mais aussi ses fils présents aujourd'hui, que je salue, ont bien voulu me dévoiler, quelque part en tous les cas, est pleine d'enseignements. Peut-être parce que j'ai également passé tant d'années à l'étranger, j'ai en lisant sa biographie tout de suite ressenti beaucoup d'empathie avec lui. Je suis donc heureux qu'il me revienne de reprendre le siège qu'il a occupé pendant 27 ans et de faire aujourd'hui, selon la tradition, son éloge. Alors dès que l'on jette un regard sur une carrière bien remplie, on en voit les lignes directrices. Pour Marcel-André Ortolan, ce fut l'outre-mer, et notamment Madagascar et la magistrature. Alors on se pose la question pourquoi ? Il nous a donné la réponse lui-même. La source de cette double vocation remonte loin dans le temps, au collège des Jésuites à Bruxelles. Toutes les semaines, il découvrait l'Afrique et surtout le Congo à travers des films. Il attribuait par ailleurs son goût du droit, ou plutôt de la justice, à une injuste sanction dont il avait été l'objet au collège. La suite est à Lille, au lycée, puis à la fac de droit. Plus tard, il reviendra pour soutenir en congé au pas de course sa thèse de doctorat sur la justice à Madagascar. On imagine qu'il en savait plus que le jury. Mais n'avançons pas trop vite. La fascination pour l'Afrique est très tôt, chez Marcel Ortolan, le signe d'un irrésistible attrait pour une aventure lointaine. Alors c'est vrai que la jeunesse de l'époque rêvait à la lecture de Pierre Benoît, elle vibrait au récit des exploits, les explorateurs comme Sabrognan de Brazza, ou des bâtisseurs comme Fedeb, ou bien Ferdinand de Lesseps et tant d'autres. Marcel Ortolan hésite finalement, ce ne sera pas Saint-Cyr, mais en 1948 il entre à l'École nationale de la France d'Outre-mer, section, vous l'avez compris, magistrature bien sûr. Alors à l'époque, ceux qui avaient choisi ce que j'ai appris, la section magistrature à l'entrée de l'école, devaient passer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le CAPA, ainsi que l'examen professionnel de la magistrature. L'École nationale de la France d'Outre-mer, l'ENFOM, était quand même une belle école. Après les indépendances, les anciens se sont répartis dans les ministères. Le Quai d'Orsay, on a récupéré plusieurs. Et je le pense très profondément, ce fut une chance pour le département, comme on l'appelle. Et je le dis en connaissance de cause. Ayant eu à servir sous l'autorité de plusieurs femmes dans ma jeunesse, et notamment de Maurice Ulrich, dont la fille, notre consoeur Christine Dezouche, est aujourd'hui présente parmi nous. Sa mère souhaiterait être également parmi nous, elle me l'a dit. Et les deux savent le respect et l'affection que j'avais pour Maurice Ulrich. La vie nous réserve parfois des surprises. Et le jeune Marcel André, imaginait-il en prenant le bateau en 1951 que sa première affectation à Tananarive allait être aussi déterminante dans sa vie. D'abord parce qu'il y rencontre sa future épouse en 1953, Sylvie Toulet, descendante d'une famille installée dans la région depuis le XVIIIe siècle, une famille qui est passée d'abord par Maurice. Sylvie Toulet est née dans une plantation. Son oncle, le demi-frère de son père, était l'écrivain Paul-Jean Toulet, né à Pau, mort à Guattari, non loin de chez nous dans le Pays Basque, auteur des contre-rimes dont Georges Pompidou dit dans son anthologie de la poésie française, alors je cite, qu'il était né pour d'autres époques, pour être troubadour ou pour la chambre bleue d'une jeune marquise Rambouillet. L'autre surprise de la vie liée à la première est la longueur de ce séjour dans la belle île de l'océan Indien, 17 ans. Et 17 ans, cela compte dans une vie. À son arrivée, Marcel-André Ortolan est juge au tribunal de première instance à Tananarive, et les responsabilités qui étaient alors confiées aux jeunes magistrats outre-mer étaient considérables. Elles supposaient des qualités de jugement, une maîtrise du droit, une maturité qui laissent pantois à la lecture de leurs fonctions.
Alors pour bien apprécier ce que représentait la charge de travail et la diversité des compétences requises de ces jeunes magistrats, il faut avoir à l'esprit, et c'est lui qui l'a dit dans une conférence d'ailleurs autrement, que si le président du tribunal de première instance, Alain Larive, était attentif au tout premier pas des nouveaux, il les laissait immédiatement voler de leurs propres ailes. Au cours de ces premières années consacrées à l'exercice de la magistrature, Marcel-André Ortolan a donc été amené à présider une chambre civile, une chambre correctionnelle où il était en fait seul juge, puisqu'à l'époque, à Madagascar, comme dans d'autres colonies, ou dans les autres colonies, le système du juge unique était la pratique. Au bout de 2 ans, ses missions s'alourdissent encore. Il est nommé conseiller par intérim de la cour d'appel de Talalarive, ce qui supposait en plus 2 audiences correctionnelles par semaine. Et ses états de service donnant satisfaction, il assume assez vite la vice-présidence par intérim du tribunal, ce qui le conduit à présider également la chambre de droit local, statuant en appel du tribunal local de premier degré. Alors le droit local, d'après ce que j'ai compris, recouvrait le droit malgache écrit, mais aussi des coutumes, et il fallait donc savoir bien écouter et s'entourer de l'avis des sages. Heureusement que pour les audiences de droit traditionnel, le juge était assisté d'assesseurs, en l'occurrence des notables. J'ajouterai concernant cette époque l'intérêt qu'il porte ou qu'il apportait donc à la surveillance des prisons dont il présidait la commission. Alors, le nombre de juges outre-mer étant limité, les territoires immenses, l'administration avait à l'époque créé des juges de paix, à compétences étendues. Alors cela évitait un vide judiciaire ou des déplacements très longs. Ces juridictions étaient confiées à un seul et unique magistrat. Alors au civil, cela ne changeait pas grand-chose, mais au pénal, ce magistrat était chargé à la fois de poursuivre, d'instruire et de juger. On comprend qu'on ne confiait pas les responsabilités du juge de paix à des novices. Le passage préalable dans un tribunal d'instance permettait l'acquisition d'une expérience nécessaire afin de pouvoir naviguer seul. Ainsi nommé en 1956 juge de paix à Ana-Lalava, petite ville sur la côte ouest entre Diego Suarez et Majunga, Marcel-André Ortolan exerce sa compétence sur 3 districts. Alors quand on dit 3 districts, on ne se rend pas très bien compte de ce que c'est, puis quand on regarde une carte, c'est un territoire qui est absolument immense. On se déplaçait, a-t-il dit, dans une conférence sur la vie quotidienne du magistrat à Madagascar à cette époque, en utilisant tous les modes de locomotion, la voiture, l'avion, le bateau, la pirogue, la bicyclette, le filanzana, qui est une chaise à porteur, ce que j'ai appris, et bien sûr aussi à pied. Alors il préférait l'auto quand cela était possible, même si on pouvait, ajoutait-il, en souvenir de quelques égarements, se tromper de piste. Quant aux barques à moteur, parfois obligatoires, il nous dit qu'elles comportaient le risque d'une perte de gouvernail. Nous sommes rassurés cependant car il a toujours su éviter celui de la perte des dossiers, mésaventure survenue à l'un de ses collègues qui avait eu le malheur de chavirer. Alors une fois arrivés sur place, les audiences foraines avaient parfois lieu sous le manguier. Et comme Saint-Louis sous le chêne, le juge de paix devait tout faire. Pour reprendre son expression, c'était un véritable maître Jacques de la justice, mettant en mouvement l'action publique, diligentant les instructions, rendant les décisions en toute matière et contrôlant tout. Alors les débats étaient cependant d'une grande sérénité, car, aimait-il rappeler, les Malgaches sont très respectueux de la justice. Malgré sa sagesse et sa bonne adaptation, il avoue avoir été surpris à ses débuts de parquetier à la lecture de certains procès-verbaux qui nous font encore sourire, tels que jambes arrachées au cours d'une opération de capture de crocodile, il s'agissait d'un accident de travail, ou encore tué par la chute d'une noix de coco. Dans l'un des districts où se trouvait la maison de force de Nosilava, une petite île dans le canal de Mozambique où étaient incarcérés les condamnés de la révolte de 1947. Alors ils étaient 329 et nous avons son appréciation. Il avait constaté à la suite de visites régulières, qu'il effectuait statutairement, que les installations étaient dotées d'équipements de qualité supérieure à ceux qui existaient à Analalava et que la salubrité y était bonne. Donc je pense que le régime était, semble-t-il, assez libéral. En juillet 1956, le temps était venu de confier à Marcel-André Ortolan les fonctions de président d'un tribunal de première instance, et donc ce sera à Culéar. Alors, Culéar, c'est la plus grande ville du sud. La mission est longue, elle dure 5 ans. Il la mène comme ses fonctions précédentes le laissaient présager, avec sérieux, sens du devoir, sens du droit des justiciables, du bon fonctionnement de la justice, malgré les difficultés.
Mais quand le travail est passionnant, on ne mesure pas sa peine. C'est dans cette province éloignée, au bord du canal du Mozambique, que se manifeste son intérêt pour la formation et la documentation qui sera relevée par les autorités malgaches, car Madagascar allait en effet devenir indépendante, alors qu'il se trouve en poste en 1960. La transition est compliquée, mais heureusement la France a réussi le passage à l'indépendance de l'Afrique subsaharienne. À Madagascar, le ministre de la Justice, qui visite Tuléar, demande à Marcel-André Tortelan de le rejoindre à Tananarive. Cela veut dire beaucoup. Cela veut dire rester sur l'île, que son épouse et lui-même ont tant aimé, à laquelle ils ont consacré déjà une partie de leur vie, rester pour accompagner le peuple malgache qu'il connaît, comme un juge peut connaître un peuple et auquel il est si attaché. C'est un choix essentiel qu'ils font ensemble. Une nouvelle page de sa carrière commence, tournée vers l'administration de la justice et la rédaction des lois. Cette période dure 6 années, marquée pour ce qui concerne la transmission des connaissances par la rédaction du guide pratique des greffiers, du guide des tribunaux des sous-préfectures, et en ce qui concerne la législation par une contribution à la rédaction en 1962 des ordonnances relatives au code pénal et au code de procédure pénale et civile malgache. Et lorsque notre académie reçut plus tard Norbert Ratsirahona, qui fut président de la Haute Cour constitutionnelle et président de la République par intérim de Madagascar, ce dernier souligna que les codes à la rédaction desquels Marcel Ortelan avait pris une telle part n'avaient été que très peu modifiés depuis. Alors à ce stade de sa carrière, 16 années exemplaires, presque la moitié d'une vie administrative, la famille choisit de revenir en métropole, de revenir en France. Marcel-André Cortelan se rapproche de ses parents. Les enfants ont grandi, le retour n'est jamais facile, notamment pour eux, lorsqu'on quitte un pays où on a passé si longtemps, jeune notamment, c'est toujours le cœur serré. Et donc c'est à Laon qu'a lieu l'atterrissage français de la famille. Laon, Picardie, est plus réputé pour sa cathédrale aux 5 tours, chef-d'œuvre de l'art gothique, que pour son climat éloigné de celui auquel les Ortelans étaient habitués dans l'océan Indien. Ayant jugé par les confidences qu'il a faites, le climat glacial lui était un peu pénible. Mais Laon, comme vice-président du tribunal, était une étape nécessaire pour nouer ou renouer des fils, une étape cependant suffisante pour que les qualités de Marcel-André Ortelan puissent être pleinement appréciées à son retour. Le président de la cour d'appel d'Amiens, qui est bien placé car il lit les jugements de près, ne parvient pas cependant à l'attirer. Et c'est à Orléans que se déroulera la nouvelle étape de sa carrière, à la cour d'appel. De Laon, Marcel-André Ortelan porte cependant une nouvelle expérience qui va alimenter plus tard sa réflexion. Il y préside plusieurs années la commission de première instance de la sécurité sociale et de la mutualité agricole, et j'y reviendrai. Alors Orléans. Ceux qui connaissent la ville savent sans doute qu'il y existe une rue qui porte le nom d'Étienne de Flacourt, bourgeois de la ville, chef de la colonie de Fort-Dauphin à Madagascar, qui dirigea également la compagnie des Indes orientales, dans laquelle les membres ou des membres de la famille avaient des intérêts. Alors le séjour d'Étienne de Flacourt dans la Grande Île fut difficile, marqué par une révolte qu'il dut mater. On lui attribue la deuxième possession de l'île de la Réunion. Alors il dut faire face à un procès à son retour en France, procès qu'il gagna. Il mourut au large de Lisbonne dans une attaque du navire sur lequel il était par les Barbaresques, alors qu'il revenait dans l'océan Indien. Et lors de son séjour de 6 ans à Fort-Dauphin, Étienne de Flacourt écrivit une histoire de la Grande Île en 2 parties où l'on découvre le récit des aventures de ces hommes malgaches et français qui s'affrontaient, mais aussi la culture, l'histoire ancienne, la faune, la flore de Madagascar. 3 siècles avaient passé et Étienne de Flacourt était oublié de bien des Orléanais. Alors justice fut rendue à sa mémoire grâce au discours prononcé par Marcel-André Ortelan en septembre 1972 lors de l'audience solennelle de la rentrée de la cour d'appel. Alors ce discours consacré à la destinée singulière du héros impressionna le maire au point qu'il répara l'oubli en donnant le nom d'une rue à cet illustre Orléanais. Tout ça grâce à Marcel-André Ortelan. L'étape de la cour d'appel passée, Marcel-André Ortelan va être quelques mois président du tribunal de grande instance de Créteil,
avant d'accepter en 1975 des missions à l'administration centrale où il va s'occuper de l'administration pénitentiaire, notamment de son recrutement. Alors chaque époque a ses problèmes, mais certains sont constants. Parmi ceux des années 70, il y a déjà pour le ministère de la Justice la question des moyens. Étant devenu secrétaire général adjoint de l'Union syndicale de la magistrature, élection qui prouve la confiance des mandants et son sens du contact, Marcel-André Ortolan va montrer dans cette mission à la fois, je dirais, fermeté et sérieux. Fermeté parce que sa critique sans concession du budget du ministère déplaît au ministre. Sérieux parce qu'il est écouté au point qu'il est nommé en 1978 responsable du service de l'administration générale et de l'équipement du ministère. Cette nomination intervient sous le mandat d'Alain Peyrefitte, garde des Sceaux. Il a certainement bien travaillé avec son ministre et ses collègues de la chancellerie, puisqu'il a lui-même qualifié ces 5 années d'exceptionnelles. Vient ensuite le couronnement de sa carrière de magistrat. Elle passe par une étape à la Cour d'appel de Paris, comme avocat général en 1983, puis il sera nommé toujours comme avocat général à la Cour de cassation. En 1986, il est affecté à la 2e chambre civile, mais il lui arrive aussi de conclure à la chambre criminelle. Alors on n'est pas surpris d'apprendre que dans ses fonctions également, il est apprécié de ses pairs comme des présidents. Il est en revanche, moi ça m'a étonnant de constater le nombre de dossiers qui passent entre les mains des juges de siège ou l'avocat général. Pour ce qui le concerne, cela fait de l'ordre de 700 dossiers par an, plus de 50 dossiers par semaine. Alors une vie aussi remplie ne pouvait pas ne pas comporter également des écrits. Certains sont rédigés alors qu'il est encore en activité. Je n'évoquerai pas ici les multiples articles juridiques qu'il a écrits dans des revues spécialisées, mais je citerai cependant un livre et une étude. Déjà la veille de son départ de l'administration, il écrit avec René Cordevin, qui fut membre également de l'Académie, « Comment prévenir le crime », qui est publié chez l'Harmattan. Avec sagesse, il soulignait que le système pénal se devait d'être dissuasif. De son expérience à la centrale comme de ses responsabilités syndicales, il avait par ailleurs tiré en 1985 une étude publiée par la Documentation française intitulée « La justice, ses moyens financiers, ses actions ». À la retraite en 1990, officier de la Légion d'honneur et du mérite, Marcel-André Ortolan va poursuivre sa route. Ne pas travailler n'aurait pas eu de sens pour lui. Il n'est pas oublié de son ministère qui lui confie la présidence du conseil d'administration et d'établissement d'hospitalisation publique de Fresnes, puis celle de jury de concours. Sa vie intellectuelle va être inspirée d'abord par le passé, c'est normal. Tout naturellement, les expériences de la justice et de Madagascar y contribuent. En 1993, il publie toujours chez l'Harmattan un ouvrage en 2 tomes sur les institutions judiciaires à Madagascar, je cite, les dépendances de 1896 à 1960. Il était certainement l'un des mieux placés pour décrire et analyser le fonctionnement de la justice avant l'indépendance de la grande île, mais aussi pour éclairer à partir de là ce qu'était l'organisation judiciaire outre-mer. Notre Académie lui a décerné pour cet ouvrage le prix Robert de la Vignette 1993. En 2003, il contribue au livre sur la France d'outre-mer 1930-1960, qui est publié par les éditions Cartala. L'histoire de la grande île continue de le passionner, il est en relation avec des chercheurs, comme Marie-Pierre Ballarin, qui est ancienne à l'université de Sophia Antipolis, avec laquelle il a des échanges sur le royaume de Sakalava, qui s'étendait dans la région actuelle de Tuléar, qu'il connaissait bien. Les années passant, Marcel-André Ortolan va consacrer par ailleurs beaucoup de recherches et d'énergie à un sujet d'actualité majeur pour la France, celui sur l'endettement, de son déficit chronique. En 2012, il publie chez l'Harmattan, toujours, « Rétablir les finances publiques, garantir la protection sociale, créer des emplois », dans une étude récente qu'il avait remise en quelques mains, dont celle de notre secrétaire perpétuel, qui a eu la gentillesse de me montrer son exemplaire. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Il étudie les lois de finances des 20 dernières années, analyse le cadre d'action, compte tenu des contraintes européennes, des conséquences de l'absence de réformes. Il est sans concession pour les gouvernements successifs qui ont laissé se dégrader la compétitivité des entreprises françaises et filer les dépenses sociales. Il m'a semblé qu'il aurait été intéressé et sans doute approbateur de plusieurs des mesures prises depuis 1 an. Ces réflexions sur les finances publiques s'accompagnaient de remarques concernant des sujets moins inattendus de la part d'un magistrat, notamment les libertés publiques, les droits de l'homme. J'ai appris que le code pénal sanctionnait toujours les prêtres qui violent le secret de la confession.
C'est une application de l'article 226-13 qui vise les conséquences pénales des révélations d'informations à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par état ou profession. Alors qu'il était nonagénaire, Marcel-André Ortolan étonnait donc par sa curiosité et la poursuite d'une réflexion très riche. Il ne se contentait pas de regarder derrière lui, il aimait le débat. C'est sans doute pour cette raison également qu'il avait décidé de présenter sa candidature à l'Académie, où il fut accueilli en 1990, sur le siège occupé par Jean Herly, qui était pour moi plus qu'une connaissance. Il était l'un des successeurs de mon père comme ambassadeur en Israël. Marcel-André Ortolan était un auditeur très assidu des séances de l'Académie. J'imagine que celle consacrée à son intervention sur les conditions de détention à la maison de force de Novi-Lava, des condamnés de la rébellion, pendant la période où il était lui-même en charge de contrôler, pendant la période 53-56, avait dû rassembler beaucoup de monde. Et lorsqu'il ne fut plus en mesure de se déplacer, il suivait de loin les travaux et restait en contact avec le secrétaire perpétuel notamment. Il laisse le souvenir d'une personnalité rigoureuse, humaine, toujours intéressante et affable, qui a eu l'amour de son métier, une passion pour Madagascar, et qui a été un grand serviteur de l'État, un homme, pour reprendre une expression très belle de l'un de ses proches, plus attaché à l'honneur qu'aux honneurs. Je vous remercie. Voilà, c'est un grand honneur pour nous tous que de vous recevoir dans notre compagnie, cette fois-ci médaillé, médaillé avec ces belles devises qui nous unissent tous. Donc j'ai cette joie et cet honneur de vous remettre cette médaille. Merci infiniment. Merci à vous. Merci.